Bonjour à toutes et à tous. C'est la troisième séance, donc prévue cette année enregistrée. Alors, je voudrais dire quand même que j'ai dû condenser ce que j'avais prévu, l'explication du XXe siècle, des interrogations sur le sens du XXe siècle, son évolution, et sur, en conséquence, le sens aussi de la pandémie qui nous frappe, était prévu pour s'étendre sur une année complète, 12 séances, et que j'ai réduit en 3 séances. Et donc vous me pardonnerez le caractère très souvent elliptique de ce que je veux dire. Dans cette troisième séance, je voudrais quitter les événements que nous avons analysés dans la 1 et dans la 2. Je rappelle, dans la première séance, nous avons parcouru le XXe siècle dans ses grandes tendances, et avec deux thèmes essentiels, surtout la permanence des nations et la multiplication des nations, et puis la démographie, l'évolution, la croissance démographique. C'était les deux thèmes majeurs que nous avons envisagés. Et puis la seconde séance était consacrée à montrer comment le siècle, le XXe siècle, est le siècle des États-Unis, du pétrole et de l'avion, et que, abordant le XXIe siècle, nous quittons peut-être la prédominance absolue des États-Unis et la prédominance absolue du pétrole, de l'automobile et de l'avion. Alors, dans un troisième temps, ce que je voulais dans un troisième temps, et forcément là encore trop bref, c'est réfléchir aux idéologies, je ne sais pas si le mot convient, aux idées générales, à la perception des choses telles qu'elles s'expriment tout au long du XXe siècle, aux manières d'être, de concevoir le monde, les rapports entre les hommes, et d'essayer de montrer comment ce qui a parcouru le siècle est en crise actuellement, comme est en crise la domination américaine. Mon premier thème va commencer par un petit récit. Il s'agit d'évoquer Victor Hugo. Victor Hugo, au soir de sa vie, nous sommes en 1879, nous sommes exactement le dimanche 18 mai. Hugo, qui est né en 1802, vous voyez, il n'est plus tout jeune. Il va mourir comme un patriarche de la République en 85, 6 ans plus tard. Et là, Victor Hugo, qui est déjà un personnage tout à fait considérable de la République naissante, on est au début de la Troisième République en France, Victor Hugo préside un banquet. C'était la période où on aimait beaucoup les banquets en l'honneur d'eux. Et là, c'était un banquet qui commémorait l'abolition de l'esclavage. Il y avait une centaine de convives, et le patriarche Hugo est entouré de Schœlcher, qui, vous le savez, a joué un rôle important dans l'abolition de l'esclavage. Et que Victor Hugo fait un discours, dont je cite quelques extraits, et ensuite nous allons commenter. Il explique que l'Afrique, il évoque l'Afrique, bien sûr, puisqu'il s'agit de commémorer l'esclavage. Donc vient nécessairement l'évocation de l'Afrique. Et il explique que l'Afrique n'a pas d'histoire. Alors l'Afrique n'a pas d'histoire, c'est un petit clin d'œil que je fais ici. Je ne sais pas si certains d'entre vous se souviennent que Nicolas Sarkozy, président de la République, avait affirmé que l'Afrique n'avait pas d'histoire, et ça a provoqué un tollé général. Je ne crois pas qu'il pensait à citer Victor Hugo. Mais Victor Hugo dit l'Afrique n'a pas d'histoire, une sorte de légende vaste et obscure l'enveloppe. Et puis il ajoute au XIXe siècle, c'est-à-dire quand l'Europe a fait la conquête de l'Afrique. C'est ça qu'il a en tête, Victor Hugo. Au XIXe siècle, alors écoutez bien la phrase qui suit. Le blanc a fait du noir un homme. Le blanc a fait du noir un homme. Alors, quand Victor Hugo, c'est une parole, le blanc a fait du noir un homme, c'est une parole qui serait impossible à prononcer aujourd'hui sans être lynché. L'idée qu'il fallait que le blanc s'intéresse au noir pour qu'il devienne un homme est une pensée assez incroyable, qui pourtant était assez banale à l'époque de Victor Hugo,
Et pour Victor Hugo, c'est faire l'éloge de l'abolition de l'esclavage. Et il ajoute, au XXe siècle, l'Europe fera de l'Afrique un monde. Ça veut dire que l'Europe va faire rentrer l'Afrique dans l'histoire. Quelle histoire? L'histoire dominée par l'Europe. Nous sommes au XIXe siècle. Et donc va faire entrer l'Afrique dans un monde de croissance. Et il poursuit, allez peuple, emparez-vous de cette terre. Cette terre, c'est l'Afrique. Prenez-la. À qui? À personne. Prenez cette terre à Dieu. La terre n'appartient à personne. Et après, il explique, il faut développer par la charrue le commerce, l'industrie, en toute fraternité. Et il ajoute enfin que la situation est tout à fait favorable et merveilleuse, puisque l'Europe a des prolétaires, et que l'Afrique est à moitié vide, on le pense parfois, et qu'on peut vider, je cite ici Victor Hugo, vider votre trop-plein dans cette Afrique et changer vos prolétaires en propriétaires. Alors, la colonisation, il s'agit bien d'un éloge de la colonisation, ici nous sommes en 1979, au moment où l'Europe s'empare de l'Afrique. Et donc il s'agit de dire, c'est rendre l'Afrique à la civilisation qu'elle ne connaît pas, et c'est lui permettre de se développer. Non seulement cela, mais c'est permettre d'y envoyer les prolétaires qui risquent de troubler l'ordre social en France en les transformant en propriétaires. Ça, c'est Hugo, 1879. Jules Ferry, on passe d'un écrivain à un homme politique. Jules Ferry a un grand discours à l'Assemblée sur la colonisation en 1885, où il explique que la France doit porter partout où elle le peut sa langue, ses mœurs, son drapeau, ses armes, son génie. Et il affirme que les races supérieures ont des devoirs vis-à-vis des races inférieures. Donc l'Afrique est peuplée de races inférieures. Ça ne veut pas dire que... Il faut expliquer cela. Les races ne sont pas inférieures par essence. Ferry ne le pense pas. Ferry est contre l'esclavage, Ferry, etc. Mais Ferry pense que la race est inférieure parce qu'elle n'a pas connu encore la civilisation. Parce qu'il n'y a pas de chemin de fer ni de machine à vapeur. Hein, et qu'il n'y a pas encore ce développement qu'ont su faire la race blanche, dite supérieure. C'est comme ça que pense Ferry. Et que le devoir des races supérieures, je cite toujours, c'est de civiliser, et tout en combattant la traite des nègres, cette infamie. Jules Ferry, n'est absolument pas pour l'esclavage, bien entendu, mais il pense qu'il s'agit de développer. Rayonner sans agir, dit-il enfin, c'est abdiquer, et ça, il pense qu'il s'agit, bien entendu, de la grandeur de la France, qui est possible ainsi. J'ai pris 2 exemples français. 3e exemple, un peu plus tardif, mais pas tellement, anglais cette fois-ci, Kipling. Kipling, ça c'est un écrivain qui est né en Inde, qui était fasciné par l'Inde, qui est revenu ensuite, peu importe, et qui est le grand chantre britannique de l'impérialisme. Et il publie un très célèbre poème en 1899 qui s'appelle « Le fardeau de l'homme blanc », assumer le fardeau de l'homme blanc, les sauvages guerres de la paix, nourrissez la bouche de la famine et faites que cesse la misère. La mission de l'homme blanc, pense Kipling, c'est de civiliser, de porter la civilisation, et là aussi en Inde, en Afrique, dans les pays qui sont colonisés par les puissances occidentales, avec un grand sens de la virilité qui accompagne ce mouvement de civilisation. Un peu plus tard, en 1910, Kipling
fait un poème qui s'appelle « Tu seras un homme, mon fils », qui est bien connu, qui se termine par ce vers « Tu seras un homme, mon fils, si tu… » etc. « Si tu fais cela, si tu fais cela, tu seras un homme, mon fils ». Dans un climat général de virilité, vous savez que Kipling a beaucoup influencé le scoutisme. Et la mythologie de Kipling, en particulier le livre de la jungle, a ensuite été très important pour le développement du scoutisme. Donc on a un moment qui est très ancien où, dans ce qu'on appelle alors la civilisation occidentale, il faut remonter très en arrière pour comprendre cela. Déjà, à l'époque des Grecs, les Grecs opposaient les Grecs eux-mêmes et les autres qui ne parlaient pas grec, ils les appelaient les barbares. En grec, oi barbaroi. Oi barbaroi, barbaroi, c'est une onomatopée, c'est une manière de dire. C'est ceux qui balbutient, barbaroi, qui ne savent pas parler aussi bien que les Grecs. Et les Grecs, donc, les Romains ont repris cette distinction, faisaient cette distinction entre les Grecs et ceux qu'ils appelaient donc les barbares, hein, et tout cela s'est poursuivi jusqu'à la Renaissance, où la Renaissance a aussi mis à l'honneur les valeurs de l'Occident et les valeurs du progrès. Et le progrès est symbolisé par la multiplication des richesses, c'est un thème très très important, et l'affirmation de valeurs humanistes. Ça veut dire que d'un même mouvement, on pense, encore une fois, c'est une idéologie qui remonte à loin et qui s'étend depuis la filiation grecque et même Rome, christianisme, Renaissance, on pourrait faire cette filiation-là. L'Occident, helléno-chrétien, affirmant ces valeurs et des valeurs de progrès caractérisées par la multiplication des richesses et accompagnées de valeurs, je l'ai dit. C'est très important parce que cette croyance dans la multiplication triomphe d'une idéologie de la croissance et de l'exploitation des ressources fait un lien étroit entre croissance et civilisation. Et civiliser un monde en croissance, c'est capital parce que ça porte jusqu'à nos jours, cette idéologie-là. Et qu'au XXe siècle, vous le savez, l'opposition majeure, c'est l'opposition majeure entre, on l'a évoqué en évoquant largement les États-Unis, c'est l'opposition majeure entre le monde capitaliste libéral, et des valeurs portées, par exemple, par l'URSS, mais aussi par les partis socialistes, etc. C'est une opposition au capitalisme libéral. Mais ce qui est extraordinairement troublant, c'est que cette opposition ne porte pas sur la croissance. Quand on regarde l'histoire de l'URSS, il y a la même attitude par rapport aux moyens de production, à ce que les marxistes appellent les moyens de production. Alors certes, la finalité n'est pas la même. L'organisation de la production peut être différente. Mais la volonté de produire davantage,
la volonté de produire davantage, de produire en masse et de participer à la croissance générale des ressources est partagée par l'URSS et les États-Unis. Ça, c'est ce qu'on... Et vous savez, par exemple, on le voit encore maintenant. Encore maintenant, la compétition pour la conquête de l'espace est du même ordre. C'est du même ordre de toujours plus. Toujours plus, toujours mieux. Quand Khrouchtchev a fait sa première visite aux États-Unis, il était très intéressé par la production de maïs. Et il voulait avoir le secret du maïs américain par rapport au maïs soviétique. Toujours produire plus. Et la science prolétarienne, comme la science capitaliste, a la même finalité. Alors, cette croissance-là, est fondamentalement remise en cause. Et qu'est-ce qu'elle exprime? Elle exprime que tout au long du XXe siècle, on a continué avec, reprenons Victor Hugo, le blanc a fait du noir un homme. Un symbole pour montrer que c'est fini. Très récemment, un symbole que j'emprunte en France, mais on pourrait généraliser, très généralement, en France, on vient d'interdire, je ne sais pas si ça a été voté ou si ça va l'être, des spectacles d'animaux vivants dans les cirques. Les spectacles d'animaux vivants dans les cirques étaient les symboles de la domestication des animaux par l'homme, où l'homme montrait ce qu'il pouvait faire par rapport à la nature, et comment l'homme dominait la nature pour la domestiquer. Or, si l'on interdit dorénavant au cirque de proposer des spectacles avec des animaux vivants, c'est qu'on pense qu'il y a une forme de culture animale et que donc le spectacle vivant d'animaux représenterait une domination de l'homme sur l'animal, ce qui ne doit plus être le cas. Alors on va voir, est-ce que ça va continuer? Est-ce que ces interdictions vont s'étendre? Est-ce qu'ils vont toucher les courses hippiques? Est-ce que ça va toucher la corrida? Etc. Mais la mise en cause de la domestication est tout à fait extraordinaire. En effet, ce qui apparaît chez de très nombreux, maintenant, anthropologues, et j'utilise je vous montre le livre de Philippe Descola, qui est paru en collection Folio, Philippe Descola, j'explique qui il est. C'est un anthropologue tout à fait éminent qui a été professeur au Collège de France. Il a occupé au Collège de France la chaire de Claude Lévi-Strauss, François Héritier, puis Philippe Descola, la chaire d'anthropologie du Collège de France. Et il écrit un gros livre très savant qui s'appelle « Par-delà nature et culture ». Ce qui est en cause, en effet, c'est le rapport entre nature et culture. Rapport entre nature et culture, encore au XXe siècle, mais c'est mis en cause maintenant. On pense qu'il y a d'un côté les hommes, et avec leur culture, et de l'autre côté, dans un rapport de domination qui a permis la croissance, de l'autre côté, il y a la nature, physis en grec, la nature, ce qui est physique, la nature, physis en grec, et que la nature, c'est l'ensemble
de ce qui n'est pas humain, des hommes, des animaux. Et que la pensée occidentale, Philippe Descola explique très bien, pendant extrêmement longtemps, a envisagé un rapport de soumission entre l'homme d'un côté, les hommes d'un côté, et la nature de l'autre, les animaux, les plantes, etc. Mais que, et l'analyse est très intéressante, Philippe Descola est anthropologue, a étudié des tribus amérindiennes en particulier, et il montre que dans ces tribus, il n'y a pas, si je retrouve, j'avais une petite note là-dessus par là, mais j'ai trop de papier pour retrouver tout, c'est par là. Il montre que certains peuples, on est, qu'ils trouvent dans l'Amazonie, mais qu'ils trouvent aussi chez les Inuits, etc., conçoivent, écrit Descola, certains peuples conçoivent leur insertion dans l'environnement comme des collectifs sociaux gérant leur relation à un écosystème, mais comme des composantes, de simples composantes d'un ensemble plus vaste. J'explique. Il n'y a pas des hommes qui gèrent des relations à un environnement, mais les hommes sont des composantes d'un ensemble plus vaste. Il y a un ensemble dont les hommes sont des composantes. Jusqu'alors, la nature était reléguée comme un entourage, comme des ressources à domestiquer ou à exploiter. Dorénavant, pense Descola, et c'est déjà ainsi que pensaient beaucoup de civilisations non européennes, on est dans un ensemble. C'est ce qu'exprime aussi un autre penseur très important d'aujourd'hui, qui s'appelle Bruno Latour, dont j'ai porté là aussi le livre, le dernier livre de Bruno Latour, qui est un philosophe, qui n'est pas anthropologue, qui est un philosophe, et ça s'appelle « Où suis-je ?» Et il y a un sous-titre « Où suis-je ?» Le sous-titre, c'est « Leçon du confinement à l'usage des terrestres ». Il y a beaucoup d'autres livres de Bruno Latour, qui est actuellement un penseur qu'on entend pas mal et qui est pas mal écouté et qui est considéré un peu comme un des penseurs de l'écologie. Je vous en lis un petit morceau. Pendant les 2 siècles précédents, il y avait en place une grande machine, une immense scénographie, qui organisait tous les conflits et qui permettait de repérer, même grossièrement, où il fallait se placer pour tenter d'être juste. C'était le conflit des riches et des pauvres, conflit rendu plus précis par la distinction faite entre les prolétaires et les capitalistes. Le nouveau conflit, alors 2 mots nouveaux qu'il introduit, il est entre les extracteurs et les ravaudeurs. Je vais expliquer ces 2 mots. Si l'on accepte ce mot joue aujourd'hui le même rôle par son ubiquité, son intensité, sa violence, sa complexité, sauf qu'il mobilise bien au-delà des seuls humains. Dire qu'il est mondial serait un euphémisme. Il a le monde pour enjeu. À ceci près que la définition du monde est radicalement différente selon les parties au conflit. Et surtout, il traverse l'ancien front de classe en 1000 sous-sections. Voilà comment pense, et dans la directe ligne de ce que je disais de la pensée de Descola, Latour pense qu'il faut envisager, Bruno Latour pense qu'il faut envisager dorénavant le monde non pas comme le face-à-face de ceux qui exploitent les ressources,
face à un monde naturel exploité, et ceux-là, ils les appellent les extracteurs, ceux qui cherchent à tirer toujours davantage de ressources. Ça peut être pensé, par exemple, il y a eu un grand débat, à la recherche d'équivalent pétrole avec les schistes bitumineux, qui sont considérés comme ravageant l'environnement, comme ayant, etc. Mais quand le prix du pétrole est haut, ça vaut la peine d'exploiter les schistes, d'extraire les schistes bitumineux. Et donc, il y a des extracteurs qui cherchent à tout prix, à coût d'engrais, à coût de pesticides, à augmenter la production générale, et qui baptisent cela d'un signe positif d'humanité, le progrès étant équivalent de la grande production. Et puis il y a les autres, les extracteurs, et les autres sont les ravaudeurs. Ravauder, vous savez, c'est un vieux mot qui veut dire réparer. Ravauder, c'est on arrange un vieux tissu, une vieille robe, une vieille chemise, on la ravaude en la recousant comme on peut. Ça exprime que le monde tel qu'il est déchiré, usé, abîmé, et qu'il s'agit pour les ravaudeurs d'essayer de recoudre le monde, d'essayer de le ravauder. Extracteur contre ravaudeur, et non plus prolétaire contre capitaliste. En effet, ce qu'on constate, c'est que le XXe siècle, à la suite du XIXe, a été le siècle de la grande croissance. Nous l'avons vu en parlant des États-Unis, croissance gigantesque de la population, des ressources. Et il est vrai. Et il est vrai que le monde a réussi à produire plus de ressources et que c'est vrai que, par exemple, les agricultures, les industries ont réussi à faire vivre davantage de monde. La production a suivi la croissance démographique. Donc il y a eu pendant tout un temps une espèce d'espérance que tout cela allait continuer, qu'on pourrait toujours accroître ainsi les ressources. La première sonnette d'alarme a été sans doute, dans les années 1960, un groupe d'économistes, de sociologues, de politistes qu'on appelait le Club de Rome. Et le Club de Rome a commencé à dire que halte à la croissance. Apprenez non pas la décroissance, comme certains le font actuellement, mais une croissance zéro. Il faut arrêter la croissance parce que la croissance, disait le Club de Rome, provoque plus de maux que de bénéfices. On commence à entendre ce discours, même si à l'époque du Club de Rome, le discours a été assez peu entendu. Mais toute l'écologie politique, et vous savez que le président Biden réunit en ce moment une conférence des chefs d'État sur le climat, on en est à se demander si tout mettre pour la production n'a pas été une erreur. Et Bruno Latour, qui m'inspire dans ses développements, appelle ainsi, et on retrouve la pensée de Descola par ce biais, appelle l'ensemble du monde où nous vivons Gaïa. Il n'y a pas l'homme et la nature, mais il y a Gaïa, un ensemble d'interactions, et que tout agit sur tout. Et vous savez, beaucoup de... Alors je ne suis pas assez savant pour l'expliquer bien sûr en détail, même simplement, et je n'essaierai pas de le faire, mais beaucoup de savants expliquent que une des origines de l'invasion de la Covid-19 réside dans l'exploitation exagérée des ressources, réside dans
l'extinction d'une grande partie des espèces. C'est-à-dire l'interaction actuellement fait que l'ensemble du système, l'ensemble du vivant, l'ensemble de Gaïa donc, l'ensemble de Gaïa est menacé et que la croissance ne peut plus être considérée comme exclusivement bénéfique. Ce qui met en cause, bien sûr, et je rejoins ce que je disais dans la deuxième leçon sur les États-Unis, ce qui met en cause l'idéologie portée par les États-Unis. L'idéologie portée tout au long du XXe siècle par les États-Unis, et cette idéologie qui a permis le triomphe du capitalisme libéral et des États-Unis, cette idéologie était portée par deux mots, croissance et liberté. C'est les deux mots qu'on opposait au monde communiste. Le monde communiste répondait croissance et liberté pour plus tard. C'est ce que répondait à l'époque le monde communiste, puisque la liberté n'était pas encore tout à fait le cas, mais que la liberté était prévue dans un monde communiste harmonieux. Encore une fois, personne ne remettait en cause cela. Donc, si l'on reprend la métaphore que je citais en parlant des États-Unis, ce qui est en crise, c'est la métaphore utilisée d'abord à l'intérieur des États-Unis, à l'image de Moïse conduisant son peuple vers la terre promise, la métaphore du leader conduisant un peuple vers la liberté et la richesse, mêlées ensemble, et cette métaphore étendue au monde entier, les États-Unis se considérant comme, l'expression est d'époque, les leaders du monde libre, c'est ainsi qu'on dit, les leaders du monde libre. La conduite du monde libre par son leader, les États-Unis, par les leaders du monde libre, la conduite vers un horizon de prospérité absolue est dorénavant remise en cause, puisque c'est l'ensemble des rapports à l'intérieur de la machine qui sont grippés, c'est l'ensemble du système et l'ensemble de Gaïa qui est grippé. Et donc ça change tous les rapports, parce que, vous comprenez bien, ce qui est remis en cause maintenant va être généralisé. Ce qui est remis en cause, c'est peut-être l'homme blanc. Et l'homme blanc remis en cause, il est remis en cause non seulement dans le domaine de l'écologie et dans le domaine de la croissance, mais il est remis en cause aussi dans le domaine plus intime, qui est le domaine de la vie de famille et le féminisme, le développement, la mise en cause de ce qu'on a appelé les patriarcats. Ce qu'on appelle les patriarcats, c'est des systèmes sociaux fondés sur la domination du père de famille, de l'homme, dans la société. Alors, l'homme blanc domine sa femme, mais l'homme blanc aussi a non seulement ravagé la planète qu'il faut dorénavant ravauder, l'homme blanc extracteur, pour reprendre l'expression de Bruno Latour, l'homme blanc exploitant aussi dans son foyer sa femme, voire ses enfants, et puis l'homme blanc colonisateur. On l'a vu avec Hugo. Donc il y a une remise en cause assez générale de l'homme blanc qu'il faut envisager sous ces différents aspects. Ce que je voudrais d'abord rappeler, c'est que ce qui se passe dans le monde maintenant où nous vivons, et que je ne sais pas si on se rend compte vraiment de la force de ce changement, c'est la manière complètement nouvelle
dont on envisage la famille. La famille, si je regarde les documents, plus ou moins anciens, la famille, je prends l'encyclopédie. L'encyclopédie, vous savez, le grand ouvrage dirigé par Diderot et d'Alembert, que l'on considère comme étant l'expression des Lumières du XVIIIe siècle. Famille, c'est une société civile établie par la nature. Cette société est la plus naturelle de toutes. Elle sert de fondement à la société nationale. Et l'encyclopédie ajoute dans le même article, demeurer dans la famille, c'est rester sous la puissance paternelle. Alors, puissance paternelle, puissance maritale d'abord. Puissance maritale, je cite toujours, c'est celle que le mari a sur la personne et les biens de sa femme. La femme est naturellement et de droit divin dans la dépendance de l'homme. Et après, on cite un peu de latin de la Bible, tiré de la Bible. On trouve encore, après la Révolution, exprimé dans le Code civil, l'exemple français est commode, mais on pourrait le transposer sur la plupart des pays comparables, avec une situation de la famille et de la femme dans la famille très caractérisée. Et je prends quelques exemples. Dans le Code civil, la femme ne peut demander le divorce si son mari a été adultère. Elle ne peut demander le divorce pour cette raison-là que si son mari a tenu sa concubine dans la maison commune. Et encore, si c'est le cas, s'il a tenu sa concubine dans la maison commune, le mari n'écope que d'une simple amende. Si la femme elle-même est adultère, 2 ou 3 choses précises dans le Code civil. D'abord, une femme surprise en flagrant délit d'adultère est enfermée dans une maison de correction, ce qui n'est pas le cas de son complice. L'amant, non, mais la femme enfermée. Et que, je cite, alors ça c'est le Code pénal et plus le Code civil de 1810, dans le cas d'adultère prévu par l'article 336, etc., le meurtre commis par l'époux sur son épouse, ainsi que sur le complice, à l'instant où il les surprend, en flagrant délit, dans la maison conjugale, est excusable. Regardez bien, le mari est excusable, ça veut dire qu'il n'est pas condamné. Si surprenant sa femme avec son amant dans la maison conjugale, il tue l'un et l'autre, il est excusable. Bon. Et je rappelle aussi que tout cela est resté extrêmement longtemps, que dans le code civil, le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari, que la femme est obligée d'habiter avec le mari et de le suivre partout où il juge utile de résider, etc. Alors, toute cette législation a commencé à être, de même la différence aussi entre les enfants naturels et les enfants légitimes, etc., a commencé à être battue en brèche progressivement. Alors, le divorce a été rétabli en 1884, et puis, mais la femme n'a eu droit à un carnet de chèques sans l'autorisation de son mari que dans les années 1970, à l'époque où Giscard d'Estaing était président de la République. Et puis progressivement, on en arrive, mais dans les années de la fin du XXe siècle, on arrive à une égalité de la femme et du mari. Une autorité, par exemple, l'autorité sur les parents est partagée. Ce n'est pas l'autorité parentale n'est pas exercée par le père,
jusqu'alors, l'autorité parentale, seul le père exerçait cette autorité parentale. Donc progressivement, on a une évolution. Alors, ensuite, et vous le savez bien, mais à une date encore plus récente, à partir de la fin du XXe siècle, de nouvelles lois donnent aux femmes une autonomie qu'elles n'avaient pas jusqu'à présent, en particulier les lois sur l'avortement, alors qui ne sont pas tout à fait votées partout, en grande, il y a un retard dans les pays musulmans, en Afrique, etc. Les lois aussi sur, non seulement les lois sur l'avortement, mais après, ensuite, le mariage pour tous, etc. Tout cela change beaucoup. Alors, ce qui me semble intéressant, c'est de mesurer, je vais dire un mot du féminisme ensuite, et de mesurer comment cette évolution de la famille est aussi une évolution économique. C'est aussi une évolution économique puisque jusqu'aux années, on va dire, jusqu'au mi-temps du XXe siècle, 1950-60, les grands bouleversements sont en Occident, ils sont plus tardifs ensuite dans d'autres pays, mais en Occident, ils sont années 50-60, années 60-70, 50-70. Le couple, la famille, est de moins en moins une unité économique. En effet, jusqu'alors, alors que le monde était en grande partie un monde rural et qu'il y avait de toutes petites entreprises, même dans les villes, la famille paysanne est une unité d'exploitation où chacun a son rôle. Une toute parenthèse, c'était amusant parce que j'enregistre cet exposé dans la ferme Caillard à Bondy et les poules me répondent. Je ne sais pas si vous les entendez, mais le coq et les poules me répondent quand j'évoque la famille paysanne. Comme quoi, ils sont sensibles aux idées. Donc, je veux dire qu'il y avait des unités économiques familiales. Très fréquemment, si vous voulez, quand le mari est boulanger, la femme est boulangère et tient la caisse et fait son travail. Dans la campagne, la répartition du travail est claire entre l'homme et la femme, mais la femme travaille très largement autant que l'homme, quelquefois plus même, et que dans les familles artisanales, de la même manière. L'effritement de cela est aussi correspond et parallèle à la prise de conscience progressive du féminisme. Et le féminisme, alors, je vais rappeler, mais très vite, les différentes périodes du féminisme. On estime en général qu'il y a 3 vagues du féminisme, c'est devenu classique maintenant dans les histoires du féminisme. La première vague du féminisme, c'est au début du siècle qui nous intéresse, au début du XXe siècle, fin 19e, début 20e. Les femmes commencent à demander à se regrouper pour demander le droit de vote et pour demander aussi le droit à l'éducation, puisque jusqu'alors, seuls les garçons, ou l'essentiel, sauf dans les classes supérieures, mais seuls les garçons pouvaient avoir droit à l'éducation. Ça, c'était la première vague du féminisme, début 19e, fin 19e, début 20e. La deuxième vague, il y a un élargissement. La deuxième vague, c'est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, si vous voulez. On peut symboliser cette deuxième vague avec la très célèbre étude de Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe, qui date de 1949. Vous le savez,
Simone de Beauvoir explique que la femme est un imaginaire construit. On a construit la femme comme seconde de l'homme, hein, mais là c'est comme un imaginaire. Et ensuite, avec la loi Veil, le droit à l'avortement et les autres droits qui ont suivi le droit à l'avortement, la loi Veil, je vous rappelle, c'est en 1975. Là, avec aussi des... Il faudrait citer beaucoup de choses, mais 1963, une auteure américaine, Betty Friedan, qui écrit La femme mystifiée, et qui recherche, avec Freud, avec Marx, une autre image féminine, Angela Davis, vous imaginez, etc. Alors, la troisième vague actuelle sont des militantes qui s'élèvent contre ce qu'elle estime une conception bourgeoise et blanche des mouvements précédents. C'est là où apparaît la notion de genre. Il faudrait beaucoup de temps pour évoquer cela. Apparaît la notion de genre, la notion d'affirmation de sexualité différente, homosexualité, bisexualité, etc., hein, ce qu'on appelle les mouvements LGBT, et donc un troisième mouvement. Toujours est-il qu'il y a eu là un bouleversement qui est très fort parce que encore, si vous voulez, encore en 1948, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, votée par l'ONU, il est écrit « La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a le droit à la protection, etc. » Élément naturel et fondamental. Je ne suis pas sûr qu'on écrirait ainsi élément naturel et fondamental. Non pas que la famille ait disparu, mais ce qui a changé, ce sont les formes de la famille. Les formes de la famille ont changé. La famille n'est plus nécessairement composée d'un homme, d'une femme et des enfants, selon tel que c'était la tradition. Mais ça peut être deux femmes, deux hommes, ça peut être une famille recomposée, ça peut être, etc., etc. Et que, d'autre part aussi, ce qu'il faut mesurer dans cette évolution du XXe siècle, c'est que la place des enfants, la place des jeunes a considérablement changé. La place des enfants, si l'on mesure, alors on peut, place des enfants, place des jeunes, il aurait fallu dans ces développements que je fais pour vous, que j'évoque mai 68, on va le faire uniquement ici à ce propos. Le mouvement de mai 68 a été considéré comme un mouvement exprimant la volonté de la jeunesse et exprimant les libertés de la jeunesse. On dit beaucoup de choses. C'est sûrement pas la seule origine. Qu'une des origines du mouvement de mai 68 en France, et plus spécialement à Nanterre, a été l'interdiction du mélange des sexes dans les résidences universitaires. À Nanterre, dans les résidences universitaires, les filles n'avaient pas le droit d'aller dans les résidences universitaires masculines, et réciproquement. Et que c'est en réaction contre cette interdiction qu'a commencé un des mouvements à Nanterre. Il faudrait regarder de près le rôle que ça jouait, sûrement pas, bien sûr. C'est loin d'être la seule explication à Nanterre. Les transformations de la famille que je viens d'évoquer ont provoqué naturellement aussi une transformation de la place des enfants et plus largement de ce qu'on a appelé les jeunes. La catégorie, le mot jeune d'ailleurs, n'était pas utilisé comme substantif fréquemment. Jeune, c'était un adjectif. Dorénavant, ou dans la deuxième moitié du XXe siècle, on parle les jeunes comme d'un ensemble qui jusque-là n'avait pas son mot à dire, hein,
qui passait de la vie de famille, de l'obéissance à un père, à l'obéissance à un patron, ou à l'obéissance à la campagne à un paysan chez qui on était employé. Mais dorénavant, on parle des jeunes comme une entité existante, une entité en elle-même, symboliquement, à partir de... il n'y a plus seulement des publications pour la jeunesse, vous savez, les publications pour la jeunesse, ces publications, les parents qui abonnaient les enfants à ces publications pour la jeunesse. Dorénavant, il y a des publications, je pense en France par exemple, années 60, Salut les copains, et je pense surtout au phénomène peut-être majeur de civilisation du XXe siècle qui aboutit à une culture spécifique pour les jeunes et qui se manifeste à partir, en gros, encore une fois, des années 1960, par une musique particulière pour les jeunes. Une musique particulière pour les jeunes, c'est donc une dissociation de la famille, puisque dans un temps antérieur, on écoutait la même musique que papa et que maman, et puis là, on écoute sa musique. On écoute sa musique, on a ses journaux, on a sa culture, on a ses lieux de rencontre. Et vous le savez, d'ailleurs c'est très frappant parce que cette culture jeune, dans l'Occident, cette culture jeune, elle s'est étendue assez largement à des âges plus tardifs, puisque l'évolution des mœurs, ça fait que le mariage a été beaucoup plus tardif, et le mariage n'intervient quand il intervient assez tard, après le plus souvent la naissance des enfants, et donc il y a tout un temps où les jeunes adultes ont un comportement de groupe de jeunes. On le voit très bien dans une ville, dans un ensemble comme la région parisienne, avec la culture des cafés et la culture de groupe qui s'est manifestée dans les cafés. Et donc musique, culture générale, il y a tout un mouvement, je crois, qui montre une autonomisation de la jeunesse et qui n'est plus soumise à la famille. Il reste que cette évolution des familles est beaucoup moins sensible, par exemple dans des pays musulmans, elle est beaucoup moins sensible sans doute en Asie et en Afrique, dans les pays moins développés, moins riches, on va dire, et que cette évolution globale de la famille est un phénomène plutôt de pays riches. Je voudrais aborder un dernier grand thème, puis je reviendrai ensuite sur l'ensemble. Je voudrais aborder un dernier grand thème qui est le phénomène que je vais appeler de sécularisation des conduites, qui s'est exprimé progressivement tout au long du XXe siècle. Dans la période du début du siècle, et sans doute là encore une des grandes ruptures se situe vers les années 50-60, comme dans d'autres domaines, les années 1950-1960 manifestent une rupture assez fondamentale des évolutions antérieures. Et à partir de cette date, je répète, année 1950-60, on retrouve la famille d'ailleurs, il n'y a plus un attachement à la religion, on ne naît pas dans une religion complètement. Et que, progressivement, la religion est moins encadrante. Je rappelle que les choses viennent d'un passé très ancien. Jusqu'au XIXe siècle, dans certaines régions de France, tout le monde pratiquait et allait à l'église le dimanche. Et les enfants allaient tous au catéchisme, ou pratiquement tous, sauf exception. Et donc il y avait, lié d'ailleurs à la famille, parce que les grands événements de la famille étaient des événements qui passaient par l'Église. Donc il y avait
une liaison, une imbrication entre les cérémonies religieuses et les cérémonies familiales. La naissance d'un enfant était célébrée par un baptême. L'union d'un homme et d'une femme était célébrée par un mariage. La perte d'un être cher était personnalisée par une cérémonie à l'Église, avec tout un décorum, tout un apparat fondamental. La religion est encadrée donc, rythmée l'évolution de la société. C'est vrai encore, sans doute, dans certains pays du monde. Ça reste vrai plus en Pologne, par exemple, un peu plus en Italie qu'en France. Pas beaucoup plus, mais un peu plus en Italie qu'en France, beaucoup plus en Pologne. Mais dans l'ensemble, il y a eu ce qu'on appelle la sécularisation, c'est-à-dire que les conduites n'ont plus été calquées sur l'enseignement des églises. Et d'ailleurs, les églises elles-mêmes évoluent tout au long du XXe siècle. Ce qu'on appelle pour l'Église catholique l'aggiornamento, la mise à jour de l'Église, c'est un mot de Jean XXIII, quand il a convoqué le concile qu'on a appelé fin années 50, début années 60 essentiellement, le concile qu'on a appelé le concile de Vatican II, et qui a provoqué la mise à jour de l'Église, l'Église acceptant dorénavant la liberté religieuse. La liberté religieuse, c'est-à-dire l'Église accepte qu'on pense autrement que ce qu'elle prescrit. C'est ça qui est très fondamental, alors que jusqu'alors, l'Église ne comprenait pas qu'on puisse penser autrement que selon ses préceptes. Et puis, il y a eu, dans beaucoup de pays du monde, il y a eu une diminution des pratiques religieuses considérable. Dans un pays comme la France, qui est l'un des pays les plus sécularisés du monde, on estime que la pratique régulière de la religion ne dépasse pas peut-être 5% de la population. Pratique religieuse, c'est-à-dire la messe le dimanche, etc. Mais il y a rupture, là. Les enfants ne sont plus baptisés en majorité. Il y a encore la seule cérémonie qui résiste le plus sont les obsèques. C'est lors des obsèques que la présence de l'Église est la plus généralement demandée et souhaitée. Mais dans l'ensemble, il y a un affaiblissement considérable de la pratique et donc une forme d'individualisme, même si bien sûr, dans ce mouvement de sécularisation, l'État, dans les différents pays, les États cherchent à remplacer l'Église dans son rôle encadrant. C'est caractéristique, si vous voulez, que alors que la morale familiale, morale, etc., était très généralement prescrite par l'Église. C'est l'Église qui disait ce qui était bien et ce qui était mal, et qui demandait raison aux pécheurs de leurs péchés. Dorénavant, par exemple, il est significatif qu'il y a quelques années maintenant, en France, l'école a institué, un ministre a institué l'éducation civique et morale. La morale, jusqu'alors, ce n'était pas le rôle de l'école. Éducation civique, oui, mais pas morale. C'était le rôle des familles et de l'Église. Donc l'État cherche à remplacer progressivement, à tenir le rôle que tenait jusqu'alors l'Église. Mais la religion n'est sûrement plus encadrante. Il reste que cette évolution n'est pas vraie pour l'islam. Et que si on regarde les pays musulmans dans le monde, ou les populations musulmanes dans les pays où les musulmans sont minoritaires, la religion reste encore, comment dire,
une manière d'être et un encadrement à la fois moral et social et inséparable, que l'islam est inséparable de la nation même dans les pays musulmans. C'est vrai dans des pays qui se disent socialistes, même comme l'Algérie. C'est vrai bien sûr dans des pays, je pense à l'Arabie saoudite, où bien entendu l'islam est ultra présent, puisque l'Arabie saoudite est la gardienne des lieux sacrés de l'islam. Mais dans l'ensemble, la religion, pas seulement dans ces pays-là, dans les pays musulmans, la religion reste encore un encadrement essentiel de l'ensemble des populations et partie intégrante aussi de la manière dont on se définit. On se définit comme musulman, on se définit comme musulman et pas seulement comme algérien, comme tunisien, comme marocain, alors que il y a de moins en moins en France, par exemple, de citoyens français qui se définissent comme catholiques. Donc la religion, à l'exception de l'islam, est moins encadrante. Je voudrais, dans le temps qui me reste, essayer d'abord de conclure l'ensemble et d'essayer d'aller peut-être un peu plus loin. Conclure l'ensemble, je crois qu'on est on le dit traditionnellement, à la croisée des chemins, qu'on est en tout cas au bout d'un cycle. On est au bout d'un cycle et il me semble que, pour des raisons matérielles, quelle que soit la volonté des hommes d'ailleurs, la croissance ne peut plus être assimilée avec le progrès. Les progrès de l'humanité ne passent pas par une plus grande croissance. Je crois qu'on a là quelque chose que l'on peut affirmer simplement. Je crois aussi que dorénavant, on ne peut plus considérer que la nature est un autre de la population humaine. Il n'y a pas l'homme et la nature. Pour reprendre l'expression de Philippe Descola, par lequel je commençais, par-delà nature et culture, il y a un continuum, pourrait-on dire, et il y a de la culture dans la nature et de la nature dans la culture. Il n'y a pas une séparation, et on commence à parler même, certains spécialistes, ce qu'on n'aurait jamais fait jusqu'alors, commencent à parler d'intelligence animale. Parler d'intelligence animale aurait été, pas scandaleux, mais aurait été invraisemblable. Il y a seulement 15 ou 20 ans même. Donc, on est au bout on est aussi au bout, je crois, d'une manière de, et là je pense à ce que nous avons essayé de dire sur les États-Unis, on est au bout d'une définition simple du bien et du mal. Pendant très longtemps, les États-Unis ont prétendu guider le monde libre au nom du bien contre le mal. On prête à Ronald Reagan, président des années 80, d'avoir parlé de l'empire du mal. Et à propos, c'est de discuter du communisme ou du terrorisme islamique ensuite. Mais cette volonté de se croire élu, puisque l'élection, la destinée manifeste, attachée aux États-Unis et attachée non seulement à une nation, mais attachée de proche en proche à l'homme lui-même. L'homme ayant la destinée manifeste, ayant la mission civilisatrice d'apporter le bien, le beau, le juste à l'ensemble de l'humanité. Alors tout cela, maintenant, il y a certains groupes qui vont jusqu'à ne plus reconnaître la volonté ou l'existence d'une universalité des valeurs.
et qu'il y a, me semble-t-il, actuellement, dans l'évolution récente, un mouvement de reconnaissance des différences, qui est un mouvement de repli sur des communautés. Alors, ça s'est manifesté de différentes manières dans un passé récent, mais ça s'est manifesté, par exemple, mais ce n'est pas seulement vrai en France, c'est vrai aussi aux États-Unis et c'est vrai aussi dans beaucoup de pays comparables, ça s'est manifesté par la volonté de rester entre soi. Entre soi, ça veut dire, par exemple, entre noirs, ça veut dire entre femmes, ça veut dire entre homosexuels, ça veut dire etc. Ça veut dire que on voit une tendance à se constituer des groupes qui s'estiment des groupes victimes de la volonté de l'homme blanc. Et ces groupes victimes de la volonté de l'homme blanc, ces groupes ont été discriminés et cette discrimination porte en elle-même une identité. Et qu'elle exclut automatiquement à ce moment-là l'autre. Et seuls les membres du groupe auraient droit de s'exprimer. Et les groupes constitués, seuls auraient le droit d'évoquer leur malheur historique, mais ce malheur historique qui se transmettrait de proche en proche. On a vu, et qui interdirait une véritable histoire. Je pense à des éléments qui touchent, qui pour moi confinent au ridicule, mais vous savez que tout à fait officiellement, on vient dans les dernières éditions du roman d'Agatha Christie qui s'appelle Les 10 petits nègres, on a transformé le titre, je crois que ça s'appelle Les 10 derniers ou quelque chose comme ça. Le mot nègre est dorénavant interdit. Alors, qu'il soit interdit actuellement de désigner un noir par le mot nègre, qui comporte une dimension raciale et de mépris, c'est tout à fait normal. Mais il faut arriver à comprendre comment, à un moment donné, ce mot nègre a pu être utilisé naturellement, parce qu'il était dans le vocabulaire de l'époque sans mépris. Je repense, j'ai commencé par là, mais en m'acheminant vers la conclusion, je reviens à ses débuts. Dans la grande séance où Victor Hugo présidait ce banquet en l'honneur de Schœlcher, quand on raconte, les journalistes qui ont raconté cette mémorable séance, disent qu'à un moment, une scène absolument touchante qui a transformé, qui a fait pleurer tous les spectateurs, s'est produite. Il s'agit d'un nègre, dit le texte, c'est pas moi qui le dis là, un nègre aveugle s'est avancé pour toucher Victor Hugo, tellement Victor Hugo représentait pour lui, etc. Le nègre aveugle qui veut toucher Victor Hugo me semble une image très forte de la manière dont on pouvait, il voulait toucher Victor Hugo par reconnaissance, parce que justement le blanc avait fait du noir un homme, selon l'expression qui serait aujourd'hui scandaleuse que j'évoquais. Donc il faut, je crois, faire attention à ne pas transformer des différences en identité. Transformer les différences en identité, c'est risquer de ne plus percevoir l'universalité. Il y a quand même une universalité des rapports des hommes entre eux, et quels qu'ils soient. Si je conclus maintenant de manière générale, en quelques mots, sur ce XXe siècle, et sur la manière dont on peut penser que nous abordons le XXIe. Nous l'abordons de manière difficile,
avec la Covid qui nous touche. Le XXe siècle était un siècle d'abord de guerre et de feu. J'ai évoqué dans la première séance les 30 années de guerre, les 30 années de 14 à 44-45, qui ont vu les massacres, une espèce de guerre civile européenne tout à fait effroyable, et avec les exaspérations des idéologies fascistes, nazis, communistes, soviétiques, etc. Le XXe siècle ensuite a été plus pacifique. Et il est vrai que, en gros, depuis les années, il y a eu encore des conflits autour de la Yougoslavie, il y a eu encore des conflits, mais depuis 1945, on peut quand même souligner que s'il y a eu des conflits graves, il n'y a plus de guerre généralisée. C'est quand même un phénomène que je n'ai pas encore constaté, que je voudrais constater ici, parce qu'il me semble tout à fait important. Et que les problèmes qui restent maintenant sont les problèmes de la croissance dont nous avons essayé de montrer avec Bruno Latour, avec Philippe Descola, le caractère des extracteurs, pour reprendre le mot de Bruno Latour, ceux qui veulent à tout prix tirer le maximum de ressources de la planète. Et il faut essayer en tout cas d'être, autant que nous le pouvons, ravaudeurs. Ce qui implique, si on lit bien Bruno Latour, une place modeste, ce qui implique des actes quotidiens, ce qui implique une prise de conscience, ceci dit, globale. Les prises de conscience individuelles ne suffiront pas pour que Gaïa, l'ensemble composant, et non plus l'ensemble qui n'est plus dominé, mais l'ensemble interactif entre les animaux, les hommes, les plantes, la nature, le cosmos, etc., tout cet ensemble malade puisse être ravaudé, puisse être reprisé, puisse être soigné. Voilà. Je termine ici. Je vous rappelle, ceux d'entre vous qui m'écoutent habituellement le savent, je vous rappelle quelle est mon adresse électronique, bornedominique, tout attaché, @orange.fr, bornedominique@orange.fr. Ceux qui voudraient réagir à ce que j'ai pu dire, voire me poser des questions, j'ai été sur beaucoup de points, beaucoup trop sommaires, parce que je vous l'ai dit, j'avais prévu une année sur ces thèmes et on s'est résumé à 3 séances d'1h30. C'est forcément, nécessairement, beaucoup trop rapide. Merci à vous, à tous, et à bientôt, je l'espère.